Au début du XXe siècle, chaque pays européen veut dominer les autres et étendre son territoire. On parle d'ultranationalisme ou d'expansionnisme. Par exemple, la France veut regagner l'Alsace-Lorraine, une région annexée par l'Allemagne après la guerre de 1870-1871. Il y a aussi l'Autriche-Hongrie, qui veut étendre son territoire sur la Serbie. Or, le 28 juin 1914, un Serbe assassine François Ferdinand, celui qui devait devenir le prochain empereur d'Autriche-Hongrie. L'Autriche profite de ce prétexte pour déclarer la guerre à la Serbie, espérant conquérir son territoire. Cependant, la Serbie a des alliés, comme la Russie, qui se mobilisent pour l'aider. Et l'Autriche-Hongrie aussi a noué des alliances en Europe. Ainsi, dès août 1914, deux blocs rivaux se forment. La Triple Entente, France, Royaume-Uni, Russie, contre la Triple Alliance, Autriche-Hongrie, Allemagne, Italie. Chaque bloc possède encore d'autres alliés et surtout des colonies, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Dès août 1914, les armées se déplacent beaucoup et prennent des points stratégiques. On parle de guerre de mouvement. Cependant, à partir de septembre 1914, les soldats n'arrivent plus à avancer à cause de la puissance de feu ennemie, et les deux camps s'enterrent dans des tranchées. C'est le début de la guerre de position ou guerre de tranchées. De grandes batailles extrêmement meurtrières ont lieu pendant cette période, comme la bataille de Verdun en 1916. En 1917, la Russie abandonne le combat à cause des révolutions russes. À partir de 1917, la guerre de mouvement reprend, jusqu'en 1918. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne demande l'armistice, l'arrêt des combats. C'est la fin de la Première Guerre mondiale et la victoire de la Triple Entente. Aujourd'hui encore, le 11 novembre est un jour férié en France. La Première Guerre mondiale est une guerre comme le monde n'en avait jamais connue, d'une ampleur jusque-là inégalée. Chaque pays doit mobiliser l'ensemble de ses ressources pour espérer remporter le conflit, on parle de guerre totale. Étudions cela plus en détail. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 70 millions de soldats se battent dans le monde entier. Ils viennent principalement d'Europe, mais également des colonies européennes d'Afrique et d'Asie. En France, l'État mobilise 8 millions d'hommes, souvent surnommés poilus, dont 15% viennent des colonies. Pour les soldats, la guerre est un véritable enfer. Dès fin 1914, ils s'enterrent dans des tranchées, dans lesquelles les conditions de vie sont exécrables. Il y a des poux, de la boue, des rats, etc. Les nouvelles armes font des ravages. D'après les lettres des poilus retrouvées, ainsi que certaines photographies, on sait que les soldats utilisent des lance-flammes et des gaz asphyxiants. Il y a aussi les premiers avions et chars de combat. À la fin de la guerre, en 1918, on compte 10 millions de morts parmi les soldats du monde entier, ainsi que de nombreux blessés, surnommés les gueules cassées. Assaut sous les gaz, gravure de l'artiste allemand Otto Dix datant de 1924, est un bon exemple d'œuvre d'art visant à rendre compte de l'horreur, la violence et l'inhumanité des combats. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats souffrent, mais rappelons-nous que l'État mobilise l'ensemble de la société dans le conflit. Ainsi, les habitants de l'arrière, les civils, sont aussi très impliqués dans la guerre. À l'arrière, les civils subissent des bombardements constants. Par exemple, la ville de Reims et sa célèbre cathédrale sont presque intégralement détruites. Le 7 avril 1917, 20 000 obus, c'est-à-dire des bombes, tombent sur la cité. Dans les territoires occupés par l'ennemi, les civils subissent aussi des travaux forcés et les femmes peuvent connaître des viols. Au final, 9 millions de civils meurent pendant ce conflit. C'est la première fois que la violence de la guerre touche autant les civils que les soldats. C'est dans l'Empire ottoman, en Turquie actuelle, que la violence contre les civils atteint son apogée. Ici, les Turcs rassemblent, déportent et tuent plus d'1 million de chrétiens arméniens, prétextant une alliance entre les civils arméniens et les Russes, mais il s'agit en réalité de discrimination religieuse. C'est le génocide arménien, d'ailleurs toujours non reconnu par la Turquie de nos jours. À l'arrière, les femmes doivent remplacer les hommes aux champs et à l'usine, dans des conditions de travail très éprouvantes, afin de fabriquer des armes pour le front. En France, ces munitionnettes sont 420 000 en 1918. Pour les civils, les impôts augmentent beaucoup, et l'État doit même emprunter de l'argent à la population pour financer le conflit. Au quotidien, les pénuries sont également très nombreuses, en Europe, au sein des colonies, mais surtout en Russie, où elles mènent à une grande révolte qui influence tout le XXe siècle. En effet, en Russie, à cause de la guerre, le peuple russe manque de tout, et les prix augmentent. Par exemple, le prix du sac de farine de blé, l'ingrédient de base pour faire du pain, passe de 2,5 roubles avant la guerre à 16 roubles en 1917. Les Russes sont très en colère contre le chef de l'État, le tsar Nicolas II, qui continue la guerre malgré la souffrance du peuple.
Et les Russes ressentent également une haine croissante envers les riches Russes, surnommés les koulaks, qui donnent l'impression de continuer à vivre très bien et même de s'enrichir malgré le conflit. En février 1917, d'immenses grèves se déclarent en Russie et le peuple russe se révolte, renversant le tsar. Ensuite, en octobre 1917, les Russes, menés par un dénommé Lénine, se révoltent encore contre le nouveau gouvernement et abandonnent la guerre. Et là, pour la première fois, le dictateur Lénine tente de mettre en place une nouvelle société, dans laquelle il n'y aurait, idéalement, plus de riches propriétaires et de travailleurs pauvres, mais au contraire, l'égalité entre tout le monde et la volonté de faire disparaître pour toujours la pauvreté et la misère. C'est la société idéale communiste. Cette idéologie, née au XIXe siècle, marquera toute l'histoire du XXe siècle jusque de nos jours. Les États européens utilisent tous les moyens à leur disposition pour motiver la population de l'arrière à continuer de s'investir dans le conflit. C'est la propagande. Par exemple, beaucoup d'œuvres d'art montrent l'ennemi comme une brute, afin d'attiser la haine de la population envers lui. Régulièrement, l'État produit des affichages publics destinés à motiver la population à souscrire aux emprunts nationaux, c'est-à-dire prêter leur argent afin de financer le conflit. Partout dans le monde, la population est amenée à s'enrôler, à s'engager dans l'armée, à partir se battre dans les tranchées. Afin de conserver le moral de la population, les lettres envoyées par les soldats à leurs familles sont contrôlées et détruites si elles évoquent trop explicitement la dureté des combats. On appelle cela la censure. C'est une limitation de la liberté d'expression. La presse aussi est censurée, et les journaux ne doivent diffuser que des bonnes nouvelles concernant la guerre. Dès 1917, les ouvriers et ouvrières de nombreuses usines européennes entrent en grève, lassés des pénuries et des conditions de travail, comme on l'a vu en Russie, mais également dans l'ensemble de l'Europe, comme par exemple en France, avec la grève des ouvrières appelée grève des midinettes. Au front aussi, les soldats commencent à refuser de se battre, car ils sont fatigués de la guerre et des tranchées. Ce sont les mutineries. En France, Georges Clemenceau, le chef du gouvernement, rend souvent visite aux soldats sur le front afin de leur remonter le moral. En contrepartie, il n'hésite pas à réprimer durement les grèves et mutineries. En 1918, il fait appel à 65 000 hommes des colonies pour renforcer l'armée française. On les surnomme la Force Noire. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne demande l'armistice. Un an plus tard, en 1919, les États européens se réunissent à Versailles. Ils désirent imposer des sanctions à l'Allemagne et ses alliés afin de leur faire payer pour la guerre. Lors de la réunion, c'est Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français, qui représente la France, et il désire affaiblir un maximum l'Allemagne. Le 28 juin 1919, les réunions s'achèvent, et les chefs d'État européens rassemblent toutes les décisions prises dans un texte appelé le traité de Versailles. Voici quelques exemples de sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne. L'Allemagne doit abandonner des territoires en Europe comme l'Alsace-Lorraine et aussi toutes ses colonies d'Afrique. L'Allemagne doit réduire son armée à moins de 100 000 hommes et démilitariser sa frontière avec la France. L'Allemagne doit payer l'intégralité des réparations de guerre aux vainqueurs. Il s'agit de mesures extrêmement lourdes et même humiliantes pour l'Allemagne, en partie responsables des difficultés économiques que connaît le pays après la guerre et de la colère du peuple allemand confronté au chômage.